Des millions de touristes voient Paris comme la plus belle ville du monde. Ah ça oui, indéniablement. Il y a vraiment cette image d'Épinal, la carte postale classique. Vous savez, les immeubles haussmanniens majestueux, les petites rues pavées au charme fou. Les bouches de métro historiques avec le fer forgé et tout ça. Exactement, c'est magnifique. Mais en fait, si l'on change de perspective un instant, si l'on imagine devoir naviguer dans ce décor avec un fauteuil roulant ou une canne blanche ou même juste une simple poussette, Le tableau change radicalement. bah oui, cette même carte postale se transforme instantanément en un parcours du combattant redoutable. Le romantisme laisse place à une topographie de l'exclusion. C'est un excellent résumé de la situation au quotidien. Et réparer cela, ça ne consiste pas simplement à couler du béton pour faire une rampe. Parce qu'avant de toucher au moindre pavé, il y a un obstacle invisible, un mur gigantesque qui bloque presque toute ambition d'inclusion. Oui, et ce mur invisible, c'est une dette municipale faramineuse. Elle est estimée entre 10 et 12 milliards d'euros aujourd'hui. C'est un chiffre qui donne le tournis. Complètement. Et ce qui est fondamental pour bien saisir l'enjeu de cette élection parisienne, c'est de comprendre la mécanique de cette dette. En fait, elle a doublé ces dernières années. Et ça a un coût direct sur le budget annuel, n'est-ce pas? Exactement. Elle coûte à la ville plus de 530 millions d'euros par an, rien qu'en frais financiers et en remboursement d'intérêts. Un demi-milliard par an juste pour les intérêts. C'est ça, cet argent, il part directement aux créanciers. Il ne va ni dans les écoles, ni dans la construction d'ascenseurs, ni dans le recrutement d'accompagnants. Donc l'équation de départ est d'une brutalité arithmétique. Chaque euro dépensé pour la solidarité doit être justifié face à ce mur d'endettement. Voilà le contexte. Et c'est tout l'enjeu. La question centrale de cette exploration aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment financer cette solidarité. Je rappelle que notre démarche se veut strictement pédagogique. Et totalement objective. Oui, tout à fait. Nous examinons les propositions des candidats à la mairie de Paris concernant l'inclusion des personnes en situation de handicap, sans aucun parti pris politique. Le but pour les électeurs parisiens, c'est vraiment de dépasser les slogans de campagne. Voilà, pour comprendre les véritables mécanismes financiers et logistiques qui se cachent derrière les promesses. Le grand défi, pour quiconque s'intéresse à l'avenir de la capitale, c'est d'analyser comment chaque candidat articule sa vision de la société avec la réalité glaçante des tableurs financiers. Et les approches sont radicalement différentes. Oh que oui. Elle dessine 3 visions distinctes de ce que doit être la gestion d'une métropole au XXIe siècle. Alors, décortiquons cela. Commençons par les candidats pour qui cette dette représente une urgence vitale, une hémorragie qu'il faut stopper avant d'envisager la moindre nouvelle dépense. C'est le premier bloc. Oui, je pense notamment à Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati et Sarah Knafo. En lisant leur programme, on trouve des constats très durs sur la gestion actuelle, notamment sur la MDPH. Oui, la maison départementale des personnes handicapées. C'est ça. Et aussi sur les accompagnants scolaires. Que propose-t-il concrètement pour débloquer le système ASH? En fait, ce premier bloc propose ce qu'on appelle un choc de gestion. Pour eux, la situation budgétaire interdit toute fuite en avant. Prenons le diagnostic de Pierre-Yves Bournazel, par exemple. D'accord. Il cible directement la MDPH. C'est le guichet unique, le passage administratif obligé pour obtenir une aide ou une reconnaissance. Un passage souvent très redouté par les familles. Exactement. Bournazel souligne que les délais de traitement y atteignent 5 mois en moyenne, ce qui classe Paris à la 73e place au niveau national. 73? Ah oui, c'est très lent. Son objectif est de ramener ce délai sous la barre des 2 mois. Mais il pointe aussi une vraie crise des ressources humaines. Il y a 15% des postes d'AESH qui sont vacants dans la capitale. Les AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ce sont ces professionnels indispensables qui accompagnent physiquement les enfants dans les classes. C'est ça. Sans eux, l'inclusion scolaire s'effondre, tout simplement. Mais comment Bournazel compte-t-il combler ces postes vacants? Surtout que ces métiers sont connus pour être précaires et mal rémunérés. Eh bien, la mécanique qu'il propose n'est pas d'augmenter drastiquement leur salaire. Parce que ça pèserait sur le budget. Exactement. Il veut utiliser un autre levier municipal, le logement. Il promet de donner à ses accompagnants la priorité pour l'accès au parc de logements sociaux parisiens. Ah, astucieux. Ça résout le problème de l'attractivité du métier sans créer de nouvelles dépenses directes. Voilà l'idée. Rachida Dati fait d'ailleurs un constat assez similaire sur cette pénurie scolaire, et aussi sur l'inaccessibilité chronique du métro. Et que propose-t-elle de son côté? Pour pallier le manque d'AESH, elle propose de former directement des animateurs municipaux existants à cette mission d'accompagnement. D'accord, donc on réorganise le personnel déjà en place. C'est l'idée. En parallèle, elle souhaite cibler les investissements techniques en priorité sur la ligne 6 du métro, pour la rendre totalement accessible.
D'accord. Et il y a aussi l'approche de Sarah Knafo, qui est assez intéressante. Elle aborde la question sous un angle presque exclusivement fonctionnel et mathématique. Oui, elle parle d'un accès universel à la rue, ce qui inclut les fauteuils, bien sûr, mais aussi les béquilles temporaires ou les poussettes. Oui, mais ce qui a retenu mon attention dans son programme, c'est sa proposition concernant les crèches. Ah oui, l'application. C'est ça. Elle propose une application Ma place en crèche qui offrirait un bonus automatique de 50 points aux familles touchées par le handicap. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est particulièrement révélateur de leur logique globale. Vous savez, construire de nouvelles crèches coûte extrêmement cher en foncier et en personnel. Surtout à Paris. Exactement. Donc CNAFO choisit plutôt d'agir sur l'algorithme d'attribution des places existantes. En modifiant simplement les critères pour octroyer ces 50 points de bonus, on favorise l'inclusion de manière immédiate. Et surtout, pour un coût budgétaire nul. La solidarité est générée par la réorganisation de l'existence. C'est de l'optimisation pure. Voilà, c'est exactement ça. C'était très clair. Mais bon, une rampe de métro sur la ligne 6 ou la refonte administrative de la MDPH, ça demande tout de même un budget initial. Comment finance-t-il tout cela s'il considère que les caisses sont vides? Ah, la mécanique de financement. C'est le cœur du réacteur de SBOC. J'ai cru comprendre qu'on parlait de milliards d'euros de coupes ou de ventes. Absolument. Bournazel avance un plan très lourd de 4,2 milliards d'euros d'économie. 4 milliards quand même. Oui, ça passe par le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 3 chez les agents de la ville, mais aussi par l'arrêt immédiat des préemptions immobilières. Attendez, juste pour clarifier ce terme un peu technique. La préemption immobilière, c'est bien ce droit légal qui permet à la mairie d'être prioritaire pour racheter un immeuble privé mis en vente afin de le transformer en logement social. C'est le mécanisme exact. En stoppant ces préemptions, on ferme immédiatement le robinet des dépenses d'investissement foncier. D'accord. Mais Bournazel va plus loin. Il propose de vendre des actifs pour 4,5 milliards d'euros. Des actifs de la ville? Oui, il suggère de céder des milliers de logements sociaux appartenant à la ville, mais situés en dehors de Paris, pour récupérer 3 milliards. Et il y a cette histoire de stade aussi. Exactement. Il propose la cession retentissante du Parc des Princes, le stade mythique, au club du PSG pour 1 milliard d'euros. Ah oui, c'est une décision radicale. De son côté, Rachida Dati exige des coupes de 3% par an dans toutes les dépenses de fonctionnement. Elle compte aussi récupérer 250 millions d'euros en s'attaquant au taux d'absentéisme des agents municipaux. Et Sarah Knafo a... Elle va encore plus loin. Un plan massif de 9,4 milliards d'économies. Elle instaure un moratoire total sur la création de logements sociaux et projette de diviser par 2 le nombre de fonctionnaires. divisé par 2. Oui, de 55 000 à 28 000 agents. Pour résumer cette approche avec une image, c'est un peu comme gérer un budget familial dans le rouge écarlate. On décide de vendre l'argenterie de famille, dans ce cas le Parc des Princes, et de résilier la moitié des abonnements pour pouvoir enfin financer la construction d'une rampe d'accès indispensable. Si l'on file cette métaphore, l'idée est effectivement de réduire drastiquement le train de vie pour s'assurer qu'on ne dépense que là où c'est strictement nécessaire. Dans ce modèle, la solidarité ne doit rien coûter de plus aux contribuables. Elle est financée par la réduction de l'appareil municipal. Mais face à cette vision très axée sur la rigueur, il y a un autre camp qui affirme que réduire la machine, c'est justement assécher les services sociaux dont dépendent les personnes vulnérables. Oui, on passe à un tout autre discours. C'est le changement de paradigme complet proposé par des candidats comme Sophia Chikirou ou Emmanuel Grégoire. Pour eux, on passe d'une logique de réduction à une logique d'investissement et de redistribution. C'est un renversement philosophique majeur. Ce second bloc considère que l'investissement social prime sur le désendettement à court terme. La dette n'est plus l'ennemi. Si elle sert l'intérêt général, c'est bien ça. Exactement. Prenons le programme de Sophia Chikirou. Elle met en lumière une statistique assez sévère. Laquelle? Selon elle, seulement 8% du territoire parisien est classé en, je cite, « quartier d'accessibilité ». 8%, c'est très peu. Oui, elle trouve cette politique par petits morceaux très restreinte et veut faire de l'accessibilité une grande cause. Elle propose même un droit de veto pour le CDCA. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie? C'est ça. Mais attendez, c'est quand même un changement de règle majeur. Donner un pouvoir de blocage aux représentants associatifs sur l'urbanisme. Ce droit de veto modifie complètement la hiérarchie du pouvoir. Concrètement, si un projet d'aménagement ne respecte pas les critères d'accessibilité, ce conseil aurait le pouvoir légal de stopper net les travaux.
Ah oui, c'est fort. Elle vise également 70% de logements sociaux accessibles d'ici 2032 et la création de 10 résidences de colocation inclusive. Et Emmanuel Grégoire, il se positionne comment? Il s'inscrit dans une ligne similaire, défendant l'héritage de gauche de la ville. Il promet 100% de rues et de bâtiments municipaux accessibles d'ici 2030. 100% d'ici 2030. Pour une ville avec l'architecture historique de Paris, c'est une ambition folle. C'est extrêmement ambitieux, oui. Il propose aussi des balises sonores généralisées pour les personnes malvoyantes et de réserver un quart du stationnement de surface uniquement pour le handicap et les livraisons. Un quart du stationnement? Et il ajoute 50 nouvelles unités d'enseignement adaptées, ainsi que le maintien de la gratuité du pass Navigo pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Mais la question inévitable refait surface. Comment on paie toutes ces infrastructures si on refuse de vendre le Parc des Princes ou de faire des coupes? Pour comprendre leur logique, il faut regarder du côté des nouvelles recettes et de la solidarité. Sophia Chikirou commence par relativiser le poids de la dette, De quelle manière? en rappelant qu'elle représente 85% du budget annuel de Paris, ce qui, au final, reste inférieur aux 95% de New York ou aux 200% de Londres. Donc pas de panique selon elle. Voilà. Et pour financer, elle propose de créer un livret Paris Solidarité via le crédit municipal. Un livret d'épargne. Oui, pour capter l'épargne citoyenne et la flécher vers des projets sociaux. Mais le gros des recettes proviendrait de la fiscalité. Elle compte surtaxer massivement les résidences secondaires, les Airbnb et même l'industrie du luxe pendant la Fashion Week. Et du côté de Grégoire? Il veut taxer, voire réquisitionner les logements laissés vacants depuis plus de 5 ans et interdire la création de nouveaux meublés touristiques permanents. Bon, là je me fais l'avocate du diable. C'est très ambitieux, mais espérer financer du béton en comptant sur la surtaxation des Airbnb ou sur le remboursement par l'État d'aides comme le RSA ou la PCH, n'est-ce pas un pari rudement risqué sur des revenus purement hypothétiques, contrairement à une vente d'actifs concrètes? C'est une excellente question. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est un choix philosophique assumé. Le pari de ces candidats, c'est de forcer le cadre réglementaire. C'est-à-dire? On transforme l'espace urbain en modifiant les règles du marché privé pour financer le secteur public. Ils estiment qu'il y a énormément de richesses à Paris. L'objectif est de capter cette manne via des taxes pour l'injecter dans la solidarité. Très clair. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un troisième bloc de candidats. Oui, un bloc tout à fait différent. Ce bloc refuse totalement le cadre classique du budget municipal. On entre dans la sphère de la rupture systémique avec des listes comme celle de Thierry Mariani pour le Rassemblement national, Oui. ou encore Blandine Chauvel, Maëlle Pierrot-Guimbao et Marielle Saulnier à l'extrême gauche. Ce qui est frappant quand on analyse leurs documents, c'est qu'il n'y a pas de chapitre spécifiquement dédié à l'accessibilité technique du handicap. Rien du tout. Pas de promesses sur les centimètres des trottoirs ou des applications pour les crèches. Prenons Thierry Mariani. Il ne détaille pas de mesures pour le handicap. Son approche est focalisée sur un audit strict. Oui, il veut supprimer les privilèges des élus et geler les tarifs de stationnement. Mais son levier majeur, c'est de réorienter la totalité des budgets dédiés à l'immigration clandestine vers les Parisiens. Il affirme pouvoir ramener la dette à 7 milliards d'ici 2033 avec cette seule méthode. Exactement. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, à la gauche anticapitaliste, le diagnostic est celui de l'urgence sociale et de la lutte des classes. Marielle Saulnier, par exemple, de Lutte ouvrière, qui est infirmière à la Pitié-Salpêtrière. Elle rappelle l'explosion de 40% des loyers en 20 ans. Pour eux, parler d'aménagement technique n'a pas de sens si les classes populaires sont physiquement chassées de la ville. Blandine Chauvel rappelle d'ailleurs que 70% des associations sont menacées financièrement. Et elle dénonce aussi les 20 000 suppressions de postes prévues à l'hôpital d'ici 2026. Sans oublier Maëlle Pierrot-Guimbao du Parti des Travailleurs, il a tenu à inclure un accompagnant AHS sur sa liste. Ah, d'accord. Et il dénonce avec force les 425 millions d'euros de coupes budgétaires actées par la majorité sortante rien que pour 2024. Mais au niveau du financement de leur programme. Parce que pour la gauche anticapitaliste, il n'est pas question d'imposer l'austérité ni de créer de nouveaux impôts locaux pour les habitants. Leur solution sort totalement du cadre municipal. L'argent doit être pris sur les profits des multinationales. Blandine Chauvel cite expressément Total, par exemple. Ou récupérer sur les budgets militaires de l'État. Voilà, ils dénoncent l'économie de guerre. Pour eux, l'argent doit être arraché par une mobilisation directe de la population face au gouvernement.
Alors, je m'interroge à haute voix. Puisque ces programmes ne mentionnent pas le handicap de manière isolée, est-ce qu'on doit en déduire que l'inclusion d'une personne handicapée est tout bonnement impossible sans régler d'abord l'effondrement de l'hôpital public ou la question migratoire? C'est la conclusion logique, oui. Ces listes considèrent que les aménagements de trottoirs sont illusoires si le système de soins ou la structure sociale globale s'effondre. En fait, on ne répare pas la plomberie si les fondations de l'immeuble sont en train de s'écrouler. Exactement. C'est une vision totalement macro-sociale. C'est un panorama vraiment captivant. Si l'on résume ce grand écart pour cette élection, les électeurs désireux d'améliorer l'inclusion doivent choisir entre trois méthodes radicales. Oui, trois visions très nettes. Expansion des revenus par la régulation et la taxation du marché privé. Et la troisième, c'est le renversement total de l'ordre économique et social imposé par l'État. Au final, si l'installation d'un simple ascenseur dans le métro ou le recrutement d'un accompagnant scolaire dépend de la vente d'un stade mythique, ou de la taxation de l'industrie du luxe, ou encore d'une révolution sociale face à l'État, Ça donne le vertige? ça pose une question vertigineuse, oui. Une ville, même aussi puissante que Paris, a-t-elle encore réellement les moyens de sa propre politique de solidarité locale, ou n'est-elle plus qu'une simple otage des grands choix macroéconomiques? C'est une réflexion profonde à laisser mûrir. Tout à fait. Une belle matière à réflexion pour quiconque s'intéresse à la chose publique. Merci d'avoir apporté votre éclairage pour ce décryptage de fond. Merci, ce fut un plaisir de démêler tout cela avec vous. À très bientôt pour une prochaine analyse des grands enjeux de notre société.